Imaginez que vous puissiez voyager dans le temps, non pas vers un passé lointain et sombre, mais vers une ville qui, à ce moment-là, brillait plus fort que presque n'importe quelle autre dans l'hémisphère sud. Nous parlons de Buenos Aires, en Argentine, au début du XXe siècle, une ville qui, si vous la voyez pour la première fois, vous arrêterait net. Par où commençons-nous? Commençons par les larges rues, éclairées par des réverbères à gaz qui devenaient peu à peu électriques, flanqués de grands arbres et d'édifices qui n'avaient rien à envier à ceux de Madrid, Paris ou Rome. Si vous marchiez sur l'avenue de Mai en 1910, vous fermeriez les yeux, vous les rouvririez, et vous pourriez jurer que vous êtes au centre de l'Europe. Ce n'était pas un hasard, c'était une déclaration d'intention. L'Argentine, dans cette période qui va approximativement de 1880 à 1930, a vécu ce que les historiens appellent la belle époque portegne ou simplement l'âge d'or. Et le moteur de tout cela avait un nom très concret, la terre. L'Argentine possédait l'une des terres les plus fertiles de la planète. La Pampa, cette immense plaine qui s'étend de Buenos Aires vers l'intérieur du pays, était pratiquement une usine naturelle de richesse. Le blé, le maïs et surtout la viande de bœuf partaient par bateau depuis le port de Buenos Aires vers les marchés d'Europe, spécialement vers la Grande-Bretagne, avec une régularité et un volume qu'il était difficile d'imaginer. Au début du XXe siècle, l'Argentine était l'un des 10 pays les plus riches du monde en termes de revenus par habitant. Ce n'est pas une exagération, c'est de l'histoire documentée. Et cette richesse arrivait à Buenos Aires d'une forme très visible. Elle se voyait dans les bâtiments, elle se voyait dans les avenues, elle se voyait dans les théâtres, dans les cafés, dans les hôtels et dans les costumes de ceux qui marchaient dans ces rues. L'élite argentine, les appelés propriétaires terriens, les grands propriétaires de terre, a construit des manoirs dans des quartiers comme Recoleta et Palermo, qui rivalisent parfaitement avec n'importe quelle résidence aristocratique européenne. Certains d'entre eux faisaient littéralement construire leurs palais par des architectes amenés de France ou d'Italie. Mais voici quelque chose d'intéressant, parce que Buenos Aires n'était pas seulement une ville de riches, c'était aussi une ville en ébullition pleine de contradictions fascinantes, de mélanges culturels qui n'existaient dans aucun autre endroit du monde de la même manière. Combien de personnes étaient arrivées à Buenos Aires dans ces décennies? Les chiffres sont impressionnants. Entre 1880 et 1930, l'Argentine a reçu plus de 6 millions d'immigrants. La majorité venait d'Italie et d'Espagne, mais arrivaient aussi des Français, des Allemands, des Syriens, des Libanais, des Juifs d'Europe de l'Est, des Gallois, des Anglais. Buenos Aires devenait une ville où l'on pouvait entendre 5 langues distinctes, dans un même pâté de maison, où le menu d'un restaurant mélangeait des plats de différentes traditions, et où les cultures fusionnaient de formes que personne n'avait planifiées, mais qui s'avéraient absolument uniques. Et ce mélange, cette tension créative entre l'élite créole et les masses immigrantes, entre le luxe européen et la vie de quartier portuaire, est exactement ce qui rendait Buenos Aires si extraordinaire. Ce n'était pas seulement une ville élégante, c'était une ville vivante dans tous les sens du terme. Regardez ceci. Tandis que, dans les salons de Recoleta, une famille de propriétaires terriens recevait des ambassadeurs et des hommes d'affaires européens avec du champagne français et de la musique de quatuor à cordes, à quelques kilomètres, dans les habitations collectives du quartier de la Boca ou dans les ruelles de San Telmo, les immigrants fraîchement arrivés, beaucoup d'entre eux, sans parler un mot d'espagnol, étaient en train d'inventer quelque chose de complètement nouveau. Une musique, une danse, une façon de bouger et de sentir que le monde entier finirait par connaître. Mais de cela, nous parlerons plus tard.
Pour l'instant, gardez cette image mentale. C'est l'année 1910. Buenos Aires célèbre le centenaire de la Révolution de mai, le premier siècle de vie indépendante de l'Argentine. La ville reçoit des dignitaires du monde entier. On inaugure le Colisée, on signe des accords commerciaux. Les journaux publient des éditions spéciales. Il y a une sensation collective, presque palpable dans l'air, que l'Argentine est destinée à être une puissance mondiale, que ce pays jeune, énorme, fertile et plein d'énergie va diriger le XXe siècle. Cet optimisme n'était pas ingénu. Il était soutenu par des chiffres réels. Buenos Aires avait déjà des tramways électriques, le téléphone, l'électricité dans les foyers de classe moyenne, et en 1913, avant beaucoup de capitales européennes, elle inaugura son premier métro, le SUPT, dont la ligne A continue de fonctionner jusqu'à aujourd'hui, avec certains des wagons originaux en bois, conservés comme patrimoine historique. L'infrastructure urbaine grandissait à un rythme qui étonnait les visiteurs étrangers. L'architecte français Joseph Bouvard fut engagé pour concevoir des places et des diagonales qui donneraient à la ville une échelle monumentale. Le résultat fut des avenues comme la diagonale nord et la diagonale sud, qui définissent, jusqu'à aujourd'hui, le tissu urbain du centre portegne. Et comment était la vie nocturne dans ce contexte? Que faisait quelqu'un de l'élite de Buenos Aires quand le soleil tombait? C'est exactement ce que nous allons découvrir ensemble, chapitre par chapitre. Parce que la nuit à Buenos Aires, durant l'âge d'or, n'était pas seulement du repos, c'était une scène, c'était de la politique, c'était de l'art, c'était de la séduction, c'était du pouvoir. Et elle avait des lieux très concrets, très spécifiques, où tout cela se passait. Le premier d'entre eux était, sans aucun doute, le plus imposant. Un bâtiment qui encore aujourd'hui, plus d'un siècle après, continue d'être considéré comme l'un des meilleurs du monde dans sa catégorie. Un théâtre qui fut construit pour démontrer à l'Europe que Buenos Aires était arrivé. Ce bâtiment était le théâtre Colón. Et dans le prochain chapitre, nous allons y entrer. Bien, continuons d'avancer. Nous connaissons déjà la ville, nous comprenons déjà le contexte, nous pouvons déjà imaginer ces avenues larges, ces bâtiments imposants, cette ambiance de prospérité et de modernité qui définissait Buenos Aires dans les premières décennies du XXe siècle. Maintenant, il est temps d'entrer dans l'un de ces espaces les plus emblématiques, un espace qui, dès le premier jour où il a ouvert ses portes, a changé pour toujours la manière dont cette ville se voyait elle-même. Nous parlons du théâtre Colón. Et avant de vous le décrire, je veux que vous pensiez à quelque chose. Pourquoi une ville décide-t-elle de construire un opéra? Pas n'importe quel théâtre, mais un d'échelle monumentale, avec des matériaux apportés d'Europe, avec une technologie d'avant-garde, avec une capacité pour des milliers de spectateurs. Pourquoi faire cela? La réponse est plus politique que culturelle, bien que les deux choses aillent de pair. Buenos Aires, dans cette période, avait besoin de démontrer quelque chose. Elle avait besoin de dire au monde, et spécialement à l'Europe, qu'elle n'était pas une ville périphérique, exotique ou mineure, qu'elle était une capitale sérieuse, que son élite avait du raffinement, de l'éducation, du goût, que l'Argentine n'était pas seulement la pampa et le bétail, c'était la civilisation. Et le théâtre Colón fut littéralement cette déclaration faite bâtiment. Son histoire commence avant 1908. Le premier théâtre Colón avait existé depuis 1857, mais c'était une structure plus modeste qui, avec le temps, devint trop petite pour les ambitions de la ville. Ainsi, la décision fut prise d'en construire un nouveau, beaucoup plus grand, beaucoup plus ambitieux. Les travaux commencèrent en 1889 et se prolongèrent pendant presque 20 ans, avec des changements d'architectes, des retards, des débats
et un investissement énorme. Enfin, le 25 mai 1908, date choisie délibérément, l'anniversaire de la Révolution de mai, le nouveau théâtre Colomb ouvrit ses portes avec une représentation d'Aïda de Giuseppe Verdi. Ce détail importe. Ils n'ont pas choisi un opéra français, ni allemand, ni russe. Ils ont choisi l'italien Verdi, comme une bonne partie des immigrants qui avaient construit cette ville de leurs mains. Un signe peut-être inconscient de ce mélange qu'était Buenos Aires. Maintenant, comment était le bâtiment à l'intérieur? Si vous pouviez entrer au théâtre Colomb en 1910, la première chose qui vous frapperait serait l'échelle. Ce n'est pas grand, c'est énorme. La salle principale a une capacité de plus de 2500 personnes assises et si l'on inclut l'espace debout, elle peut héberger jusqu'à 4000 personnes. Mais ce qui impressionne véritablement n'est pas le nombre, mais la sensation. Le plafond voûté, le grand vitrail central qui illumine l'espace avec une lumière dorée et chaude, les loges tapissées de velours rouge bordeaux, les détails dorés dans les moulures, les lustres de cristal suspendus au-dessus du parterre. Tout a été conçu pour que celui qui entrait sente qu'il était dans un lieu exceptionnel. Et l'acoustique. Il faut parler de l'acoustique. Le théâtre Colomb est reconnu jusqu'à aujourd'hui comme l'un des 5 meilleurs théâtres du monde, en termes acoustiques. Ce n'est pas un titre publicitaire, c'est une évaluation technique, répétée par des ingénieurs et des musiciens au fil des décennies. Il y a quelque chose dans la forme de la salle, dans les matériaux utilisés, dans les courbures du plafond et des loges, qui fait que le son se distribue d'une manière presque parfaite, qu'une voix humaine sans microphone, sans amplification d'aucune sorte, arrive avec la même netteté à la loge la plus proche qu'au coin le plus éloigné du paradis, qui est le nom de la zone la plus haute du théâtre, où se situaient les spectateurs aux ressources moindres, qui pouvaient accéder avec des billets plus économiques. Oui, parce que le théâtre Colomb n'était pas exclusif à l'élite, ou du moins pas complètement. La distribution de la salle reflétait exactement la hiérarchie sociale de l'époque. Dans les fauteuils du parterre central et dans les loges privées que beaucoup de familles importantes louaient pour des saisons entières, année après année, avec leurs noms gravés sur de petites plaques, se trouvait l'aristocratie de Buenos Aires, les familles aux noms connus, les diplomates, les chefs d'entreprise prospères. En haut, dans les dernières galeries, arrivaient les étudiants, les immigrants avec un peu d'argent économisé, les travailleurs qui voulaient écouter un ténor célèbre, même de loin. Cette coexistence, bien que stratifiée, faisait aussi partie du phénomène. Et qu'écoutait-on dans ce théâtre durant l'âge d'or? Tout. Pratiquement tout ce que le monde musical de l'époque considérait comme extraordinaire est passé par le Colomb dans ces années-là. Enrico Caruso, considéré par beaucoup comme le plus grand ténor de l'histoire, s'y est produit. Arturo Toscanini, l'un des chefs d'orchestre les plus influents du XXe siècle, et Tita Ruffo, le baryton italien qui faisait pleurer les hommes durs avec sa voix sombre et puissante, s'y sont également produits. Maria Barrientos, Anna Pavlova, Fedor Chaliapin. Les noms qui remplissaient les théâtres de Milan, Vienne et Paris remplissaient aussi le Colomb. Pourquoi venaient-ils à Buenos Aires? Pour l'argent en partie. Les contrats que Buenos Aires offrait étaient compétitifs, parce qu'il y avait des ressources pour les payer, mais aussi parce que la saison d'opéra du Colomb avait gagné une réputation réelle. Les artistes savaient qu'ils allaient se produire devant un public exigeant, informé, qui connaissait le répertoire et qui ne pardonnait pas une représentation médiocre. Cela, pour un chanteur sérieux, était un stimulant authentique. La saison officielle du théâtre commençait en mai,
et s'étendait jusqu'en septembre ou novembre selon l'année. C'était l'axe central de la vie culturelle de l'élite portaigne. Les nuits de représentation au Colon n'étaient pas seulement des événements musicaux, c'étaient des événements sociaux de premier ordre. Les gens s'habillaient pour eux avec le même sérieux qu'on se préparerait aujourd'hui pour un mariage important. Les hommes arrivaient en frac ou en smoking selon le type de représentation. Les femmes avec des robes longues, des gants, des bijoux et des coiffures élaborées qui prenaient parfois des heures de travail. Arriver au théâtre faisait partie du spectacle. Voir et être vu était aussi important qu'écouter l'opéra. Dans les intervalles entre les actes, le foyer du théâtre se transformait en un salon de réunion. Là se faisaient les affaires, se concluaient les mariages, se discutait la politique. Le théâtre Colon avait des salons et des couloirs conçus spécifiquement pour cette fonction sociale. Le salon doré, le salon des bustes, des espaces où les gens se promenaient, conversaient et entretenaient des relations qui étaient parfois plus importantes que n'importe quelle chose se passant sur la scène. Et en parlant de la scène, il y a quelque chose que peu de gens savent et qui mérite d'être mentionné. Le théâtre Colon n'a pas seulement une salle principale sous terre, sous le bâtiment. Il existe un système d'ateliers, de dépôts et de laboratoires où sont fabriqués de toutes pièces les costumes, les décors, les instruments de percussion et les chaussons de ballet. C'est fondamentalement une ville dans la ville complètement autonome, capable de produire en interne presque tout ce dont elle a besoin pour monter n'importe quel spectacle. Cette infrastructure a commencé à se construire précisément dans les premières décennies du XXe siècle, quand le théâtre a décidé qu'il voulait être indépendant et ne pas dépendre de l'importation de tout depuis l'Europe. Cela en dit long sur l'esprit de cette époque à Buenos Aires. Il y avait une volonté authentique de créer, de produire, de ne pas imiter, mais d'égaler, et éventuellement de surpasser. Le théâtre Colon était le symbole le plus clair de cette ambition. Bien sûr, la haute culture du Colon n'était qu'une partie de la nuit portaigne, et peut-être même pas la plus intéressante si l'on regarde avec des yeux plus larges. Parce que, tandis que les loges du Colon brillaient de leurs lampes dorées, dans d'autres parties de la ville se passait quelque chose d'également fascinant, bien que beaucoup plus démocratique et beaucoup plus bruyant. Les cafés du centre, ces lieux qui à Buenos Aires n'étaient pas simplement un endroit pour prendre un café noisette, étaient des parlements informels, des universités sans diplôme, des forums où la pensée de la ville prenait forme. Il y a une différence fondamentale entre le café européen et le café portaigne. En Europe, le café est un lieu de passage. Vous entrez, vous prenez quelque chose, vous sortez. À Buenos Aires, en revanche, le café était une autre chose complètement différente. C'était une destination, un lieu où vous alliez sans hâte, avec l'intention claire de rester, de parler, d'écouter, de penser à voix haute avec d'autres qui pensaient de la même façon ou de façon complètement différente. Le café portaigne de l'âge d'or était, sans exagérer, une institution culturelle. Et s'il y a un café qui incarne cela mieux que n'importe quel autre, c'est bien le café Tortoni. Il ouvrit ses portes en 1858 sur l'avenue de Mai, cette artère centrale qui connectait la place de Mai au Congrès national. Dès le premier moment, il fut un point de rencontre pour l'intelligentsia portaigne, mais ce fut, durant les décennies de 1900 à 1930, qu'il atteignit son moment de plus grande splendeur. Si vous marchiez dans ces salons lors de n'importe quelle nuit de cette époque, vous pourriez rencontrer, sans exagération, certains des noms les plus importants de la culture latino-américaine. Jorge Luis Borges fut un client habituel. Aussi la poétesse Alfonsina Storni, dont la vie et l'œuvre
continue d'être étudié aujourd'hui dans toute l'Amérique latine. Le dramaturge Gregorio de la Ferrer, le peintre Benito Quinquela Martán, des musiciens, des journalistes, des philosophes, des amateurs et des politiques qui préféraient débattre sur une table de marbre avec une tasse de café que dans les couloirs formels du Congrès. Le Tortoni les réunissait tous. Comment était l'espace physique? Sombre, élégant, avec une obscurité accueillante, non oppressive. Les murs couverts de miroirs biseautés qui multipliaient la lumière des lampes, de petites tables de marbre blanc avec des veines grises, des chaises en bois avec des assises en cuir, un long comptoir où les serveurs, toujours en costume noir et tablier blanc, préparaient le café avec un sérieux presque cérémoniel. Au fond, dans une salle plus large, il y avait un espace pour des représentations musicales, des pianistes, de petits ensembles de chambres, à certaines occasions même des récitants de poésie qui improvisaient devant un public qui les interrompait avec des questions ou des applaudissements. Le café porteigne fonctionnait avec ses propres règles non écrites. L'une des plus importantes était le temps. Personne ne vous pressait. Vous commandiez un café au lait et une viennoiserie, et vous pouviez rester 3 heures assis sur la même chaise sans que personne ne vous regarde mal, ni ne vous suggère de libérer la table. Le temps au café était différent du temps dehors. Il était plus lent, plus horizontal, plus humain dans un certain sens. Là, on discutait de tout. La politique nationale, le dernier livre publié, les conflits syndicaux qui commençaient à agiter les travailleurs immigrants, les théories philosophiques qui arrivaient d'Europe, le rôle que devait jouer l'Argentine dans le monde. Le café était le lieu où l'opinion publique se formait avant d'arriver dans les journaux, parce que beaucoup de ceux qui la formaient étaient assis exactement là, prenant un café et discutant jusqu'à l'aube. Mais il y a quelque chose qui se passait dans les cafés de 2e et 3e catégorie, dans les bars de quartier, dans les cours des habitations collectives et au coin de rue de la Boca et San Telmo, qui méritent toute notre attention. Parce que, tandis que l'élite culturelle débattait au Tortoni, dans ces autres espaces plus modestes et plus bruyants, ils étaient en train de faire quelque chose qui changerait l'histoire de la musique mondiale. Ils étaient en train de faire le tango. D'où vient le tango? Cette question a des réponses multiples parce que le tango n'est pas né d'un seul lieu ni d'une seule tradition. C'est une synthèse, un mélange, qui ne pouvait être arrivé qu'à Buenos Aires à ce moment historique spécifique avec cette combinaison particulière de cultures. Ses racines sont complexes. Il y a l'influence du candombe africain, apporté par les esclaves qui sont arrivés au Rio de la Plata pendant la période coloniale. Il y a des éléments de la milonga, un rythme du Rio de la Plata d'origine rurale. Il y a beaucoup de la habanera cubaine, qui est arrivée à travers les marins qui transitaient par le port. Et il y a aussi l'influence décisive de la musique italienne et espagnole, qu'ont apporté les millions d'immigrants arrivés entre 1880 et 1910. Tout cela s'est mélangé dans les faubourgs de Buenos Aires, dans cette zone grise entre le port et le centre de la ville, où vivaient entassés les nouveaux arrivants, où le travail était dur, où le futur était incertain, et où la musique était l'une des rares façons de dire ce que les mots seuls ne suffisaient pas à exprimer. Le tango primitif était considéré par l'élite porteigne comme quelque chose de vulgaire, voire d'obscène. Ses paroles parlaient de trahison, de pauvreté, d'hommes abandonnés par des femmes et de femmes détruites par des hommes. Sa danse, avec ce contact serré entre les corps et ce jeu de jambes entrelacées, scandalisait ceux qui soutenaient les normes morales de l'époque. Pendant des années, le tango fut ignoré ou directement méprisé par les classes hautes de Buenos Aires. Alors arriva quelque chose que personne n'attendait. L'Europe tomba amoureuse du tango.
À partir de 1910 environ, le tango commença à conquérir les salons de Paris. La ville qui marquait le rythme de la mode mondiale, la capitale culturelle de la planète à ce moment-là, adopta le tango avec un enthousiasme qui déconcerta les Argentins eux-mêmes. Soudain, ce qui à Buenos Aires était considéré comme marginal et vulgaire était à Paris exotique, passionné et absolument moderne. Les Européens le dansaient dans leurs salons, les compositeurs l'étudiaient, les journalistes écrivaient sur lui, et cette reconnaissance externe changea tout en Argentine. Comme cela arrive souvent avec beaucoup de choses, la valeur de quelque chose devient plus visible quand d'autres le reconnaissent en premier. L'élite portegne, qui avait ignoré le tango pendant des décennies, le redécouvrit soudainement avec d'autres yeux. Si Paris l'appréciait, il devait avoir quelque chose. C'est ainsi que le tango, entre 1910 et 1930, fit un parcours extraordinaire. Il sortit des habitations collectives et des bars malfamés, passa par Paris et revint à Buenos Aires, transformé en symbole national. Les mêmes salons élégants qui lui fermaient auparavant les portes commencèrent à les ouvrir. Les cabarets de l'avenue Corrientes commencèrent à offrir des spectacles de tango comme attraction principale. Les orchestres se sophistiquèrent. Les danseurs perfectionnèrent une technique qui était auparavant purement intuitive et les premiers grands noms apparurent. Carlos Gardel, dont la voix continue d'être aujourd'hui l'une des plus reconnues de l'histoire de la musique latino-américaine, commença sa carrière exactement dans cette période. Il n'était pas seulement un chanteur, c'était une figure qui représentait quelque chose, le garçon pauvre, fils d'immigrants, qui avec talent et charisme conquérait le monde. Une histoire qui résonnait profondément dans une ville construite sur des histoires exactement comme celle-là. Le tango et les cafés représentaient, chacun à sa manière, quelque chose d'essentiel de l'âme portegne de l'âge d'or, une ville qui était simultanément aristocratique et populaire, européenne et du Rio de la Plata, raffinée et passionnée, une ville pleine de contradictions qui ne s'annulaient pas entre elles, mais qui cohabitaient et s'enrichissaient mutuellement. Et cette cohabitation avait un autre décor fondamental. C'en était un qui combinait le spectacle, le luxe, la longue nuit et l'énergie d'une ville qui ne voulait pas s'endormir. Et je veux que nous le fassions de la même manière que le ferait quelqu'un qui a vécu cette époque, lentement, avec une attention aux détails, sachant que chaque image que nous voyons fait partie de quelque chose qui ne va pas durer pour toujours, parce que c'est exactement ce qui est arrivé avec l'âge d'or de Buenos Aires. Ce fut réel, ce fut extraordinaire, ce fut intense, et cela eut une fin. Mais avant d'arriver à cette fin, il nous reste encore quelques portes à ouvrir, et la première d'entre elles est peut-être la plus opulente de toutes. Parlons des grands hôtels et restaurants de luxe. Parce que si le théâtre Colón était le temple de la culture et le café Tortoni était le parlement des idées, les hôtels de première catégorie étaient la scène où le pouvoir économique se montrait sans aucun type de dissimulation. C'étaient des lieux conçus pour impressionner dès la première seconde. Dès qu'un visiteur franchissait la porte tournante d'entrée, tout communiquait la même chose. Ici, l'argent n'est pas un problème. L'exemple le plus représentatif, bien qu'inauguré en 1932 et par conséquent à la limite chronologique de notre histoire, est l'hôtel Alvear Palace dans le quartier de Recoleta. Sa construction commença exactement dans la période que nous analysons et reflète avec précision les valeurs esthétiques et sociales de l'élite porteigne des décennies antérieures. Style, Louis XVI français, marbres importés, salons au plafond très haut avec des lustres en cristal de Bohême, ascenseurs revêtus de bois d'acajou. Une expérience pensée non seulement pour loger,
mais pour envelopper l'hôte dans une atmosphère de distinction permanente. Mais avant l'Alvéar, d'autres établissements remplissaient cette fonction. L'hôtel Plaza, inauguré en 1909 face au jardin de la place San Martin, fut, pendant des décennies, le point de rencontre préféré de l'élite internationale qui visitait Buenos Aires. Présidents, hommes d'affaires européens, artistes en tournée, diplomates en mission, tous passaient par le Plaza. Ces salons de thé de l'après-midi étaient des événements sociaux en soi, où les dames de la haute société se réunissaient sous des chapeaux élaborés pour converser sur tout ce qui ne pouvait être dit dans d'autres espaces plus formels. Et les restaurants. Dans le centre porteigne, spécialement dans le quadrilatère qui entourait la place de May et s'étendait vers l'avenue de May et la rue Florida, existait une concentration d'établissements gastronomiques qui n'avaient rien à envier à n'importe quelle capitale européenne. La cuisine qu'on y servait était délibérément française, parce que la France marquait le canon du sophistiqué. Homard, foie gras, vin de Bordeaux, desserts élaborés avec des techniques de pâtisserie parisienne. Mais en même temps, cohabitant avec cette influence française, il y avait la cuisine italienne que les immigrants avaient apportée avec eux et qui peu à peu s'intégrait dans les menus avec un naturel que personne ne remettait en question. Manger dans l'un de ces restaurants de première catégorie était aussi une représentation sociale. La manière dont on commandait, dont on traitait le sommelier, dont on choisissait le vin, dont on maniait les couverts. Tout cela communiquait le niveau d'éducation et de raffinement du convive. Les longs dîners de 3 ou 4 heures, avec de multiples plats et des conversations qui sautaient de l'art à la politique, aux affaires, étaient le format standard de la sociabilité de l'élite. Mais Buenos Aires n'était pas seulement ses salons illuminés et ses nappes de lin. Et pour comprendre la ville complète, il faut descendre jusqu'au port. Le port de Buenos Aires à cette époque était une autre ville dans la ville, un univers parallèle qui fonctionnait avec ses propres règles, son propre rythme et sa propre énergie. C'était le point où toute la richesse de la Pampa se transformait en marchandises et partait vers le monde. Les bateaux arrivaient et partaient constamment, chargés de viande réfrigérée, de blé, de cuir, de laine. Et avec eux arrivaient et partaient des personnes de toutes les parties de la planète. Le port de nuit était un espace d'une vitalité presque sauvage. Les quais étaient éclairés avec des lampes qui projetaient des ombres allongées sur l'eau sombre du Rio de la Plata. Les travailleurs portuaires, beaucoup d'entre eux des immigrants fraîchement arrivés, qui ne parlaient pas encore bien l'espagnol, déchargeaient et chargeaient des marchandises dans des services qui ne reconnaissaient pas de différence entre le jour et la nuit. À quelques pâtés de maisons des quais, dans les bars et les auberges qui entouraient le port, des marins de différentes nationalités se mélangeaient avec des travailleurs locaux, avec des musiciens de rue, avec des femmes qui vendaient de la nourriture depuis des charrettes, avec des vendeurs de tout type. C'était dans cet environnement précisément que le tango avait respiré pour la première fois. Eh bien, que pour l'époque que nous analysons, il ait déjà commencé sa transformation vers les salons élégants, le port continuait d'être un espace où la musique sonnait d'une autre manière, plus crue, plus directe, plus proche de cette émotion originale qui n'avait besoin ni de scène, ni de costume pour exister. La coexistence de ces deux mondes, le luxe de Recoleta et l'énergie du port, n'était pas une contradiction que Buenos Aires tentait de résoudre. Cela faisait partie de son identité, une ville qui était capable de contenir les deux choses en même temps, sans que l'une n'annule l'autre. Et alors, arriva le moment où tout commença à changer. La cassure ne fut pas soudaine, elle fut graduelle, presque imperceptible au début, comme ces fissures qui apparaissent dans le mur d'un bâtiment qui semble encore solide. Durant la seconde moitié de la décennie de 1920, certains signaux de tension commencèrent à s'accumuler.
Les prix des matières premières sur les marchés internationaux commencèrent à fluctuer de manière préoccupante. La dépendance argentine de l'exportation de produits primaires, qui avait été la base de toute cette prospérité, commença à se montrer comme la vulnérabilité qu'elle avait toujours été, mais que personne ne voulait voir dans les bonnes années. Et alors, en octobre 1929, arriva ce que l'histoire enregistre comme le krach de 29. L'effondrement de la bourse de New York déclencha une crise économique de dimension globale que le monde n'avait pas vue auparavant. La Grande Dépression, comme on la connaîtrait après, ne respecta ni frontières ni géographie. Elle arriva en Argentine avec une force dévastatrice. Les prix de la viande et du blé s'effondrèrent, les exportations chutèrent, le flux d'investissements étrangers se coupa brusquement, et avec lui, se coupa aussi le moteur qui avait alimenté 3 décennies de croissance extraordinaire. Les conséquences sociales furent profondes. Le chômage augmenta. Les immigrants qui étaient arrivés avec l'espoir de construire une vie meilleure se retrouvèrent soudainement dans un pays qui ne pouvait plus absorber leur travail. La tension sociale augmenta et en 1930, pour la première fois dans l'histoire moderne de l'Argentine, un coup d'État militaire renversa le gouvernement constitutionnel du président Hipólito Yrigoyen, inaugurant une instabilité politique qui marquerait le pays pendant des décennies. L'âge d'or s'était terminé. Mais voici où il vaut la peine de s'arrêter un moment et de penser à quelque chose d'important, parce que les périodes historiques ne disparaissent pas tout à fait. Elles laissent des traces, et les traces qu'a laissées l'âge d'or de Buenos Aires sont extraordinairement visibles encore aujourd'hui. L'architecture est la plus évidente. Parcourez le centre de Buenos Aires, marchez par Recoleta, arrêtez-vous devant le Théâtre Colón, ou le Palais Barolo, ou le bâtiment du Congrès national, et vous voyez directement cette époque. Ces bâtiments ont été construits avec la conviction qu'ils devaient durer des siècles, et ils durent. La musique est une autre trace indélébile. Le tango, qui est né dans les marges de cette société et fut ignoré par ses élites avant d'être adopté, est aujourd'hui patrimoine culturel immatériel de l'humanité selon l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. C'est possiblement la contribution culturelle argentine la plus reconnue dans le monde entier, et il porte, dans son acide désoxyribonucléique, toute la complexité de cette époque. La tristesse de l'immigrant, la passion du quartier portuaire, la sophistication du salon élégant, la mélancolie de quelque chose qu'on a eu et qu'on a perdu. Et il y a aussi quelque chose de plus intangible, mais également réel, une façon d'être ville. Buenos Aires, malgré tout ce qui est venu après, malgré les crises économiques et les turbulences politiques qui ont marqué le XXe siècle argentin, maintient une identité urbaine qui s'est formée exactement dans ces décennies. La culture du café long, de la conversation sans hâte, du débat intellectuel à n'importe quel coin de rue, de prendre la vie avec une intensité particulière. Cela ne s'est pas improvisé. Cela s'est construit entre 1880 et 1930, dans les salons du Colón, sur les tables du Tortoni, dans les cours des habitations collectives et sur les quais du port. L'âge d'or de Buenos Aires fut un moment unique. Il est né d'une combinaison spécifique de richesses matérielles, d'immigration massive, d'ambition culturelle et d'optimisme collectif qui se donne rarement dans l'histoire d'une ville. Il dura approximativement un demi-siècle. Il brilla avec une intensité extraordinaire et ensuite céda devant des forces qu'aucune prospérité ne peut arrêter indéfiniment. Mais ce qu'il a créé en ce temps-là est encore là, dans les bâtiments, dans la musique, dans la façon dont les habitants de Buenos Aires comprennent la nuit, la conversation et la beauté. Et cela, comme tout ce qui importe vraiment,
n'a pas de date d'expiration.